L'histoire, on le sait, déborde de figures monumentales, de ces grands noms gravés en lettres d'or un peu partout dans nos capitales. Mais il y a aussi ces personnages de l'ombre, ceux qui ont été complètement happés par le chaos des grands conflits et dont le dévouement, souvent très silencieux, a littéralement sauvé des institutions entières. Aujourd'hui, notre décryptage met en lumière l'un de ces destins extraordinaires, presque totalement oubliés dans le tumulte de la guerre civile espagnole et de la Seconde Guerre mondiale. Il faut s'imaginer un homme qui s'est retrouvé, vraiment bien malgré lui, à devoir porter le poids d'une nation tout entière sur ses seules épaules. Ce qui nous amène d'emblée à une question qui ressemble presque à une énigme. Qui est le seul et unique président catalan à n'avoir jamais, au grand jamais, mis les pieds au palais de la Généralité? Eh bien, la réponse révèle l'un des plus grands paradoxes politiques du XXe siècle. Il s'agit de Josep Irla, le 124e président de la Catalogne, et ce qui est absolument captivant ici, c'est qu'il a exercé l'intégralité de son mandat depuis l'exil, sans jamais pouvoir franchir les portes de la place San Jaume, ni même poser un pied sur le sol de son propre pays en tant que chef de l'exécutif. C'est quand même assez incroyable. Alors, pour bien comprendre ce parcours, passons à notre première partie, le président méconnu. Un leader oublié, sauvé de l'obscurité. Pendant très longtemps, Josep Irla a été éclipsé, complètement dans l'ombre de ses prédécesseurs ultra célèbres comme Francesc Macià ou Luis Companys, et même de son successeur. C'est un oubli historique d'autant plus frappant quand on réalise le prestige de l'institution qu'il a dû maintenir en vie. 650 ans, c'est l'âge et le poids historique de la Généralité, une institution aux racines médiévales. Et face à cette grandeur monumentale, eh bien, on trouve la réalité quotidienne de la présidence d'Irla, une administration complètement invisible, contrainte de survivre dans la clandestinité et dans un dénuement le plus total. Le contraste est vertigineux. Ce qui nous amène à la deuxième partie, l'ascension d'un pragmatique. Des usines de liège au pouvoir politique. Tout commence sur la côte catalane, à Sant Feliu de Guíxols, au sein d'une famille républicaine issue de la classe ouvrière. Son père gérait une petite taverne et travaillait le liège. C'était vraiment l'industrie phare de la région. Et là, le décalage est saisissant. Il faut savoir que Josep Irla n'a reçu aucune formation universitaire. C'était un pur autodidacte. Il s'est formé à l'école des arts et métiers et bien sûr lors des fameux débats politiques dans la taverne de son père, avant de monter sa propre fabrique de bouchons. Pourtant, ce parcours modeste débouche sur un succès politique tout simplement fulgurant. On peut s'en rendre compte, de conseiller municipal à seulement 29 ans jusqu'à devenir le 124e président. Avec une statistique ahurissante, il n'a jamais perdu une seule élection. Jamais. C'était un vrai gestionnaire de terrain, d'une efficacité redoutable. Tout au long de la Seconde République espagnole, Irla va gravir peu à peu les échelons de cette fameuse Généralité, le système institutionnel qui organise l'autogouvernement de la Catalogne. Sous les présidences de Macià et de Companys, ce n'est peut-être pas le tribun le plus flamboyant, celui qui fait trembler les foules, non, mais c'est l'homme de confiance par excellence. Un directeur général sur qui on peut toujours compter, qui organise les services de santé, qui préserve le patrimoine ou qui gère l'assistance sociale. Bref, une ascension solide et constante. Mais évidemment, tout finit par basculer. Troisième partie, la chute et l'exil. L'effondrement de la République et la fuite vers la France. Le chaos total s'abat en juillet 1936 avec le déclenchement de la guerre civile espagnole. Pendant ces 3 années de déchirement, Irla reste une figure d'équilibre. Il est chargé d'assurer la continuité alors que toutes les institutions sont en train de vaciller. Et la chronologie de cette chute est foudroyante. En 1938, la guerre est pratiquement perdue pour les Républicains. Le gouvernement insiste alors pour qu'Irla prenne la présidence du Parlement catalan. Une responsabilité immense qu'il n'accepte qu'à contre-cœur, uniquement par sens du devoir. Puis arrive 1939. Les troupes franquistes occupent la Catalogne. À 62 ans, Irla n'a pas le choix. Il doit fuir en France et franchir la frontière sans un sou à la poche, en laissant absolument toute sa vie derrière lui. 12 jours sur les routes sans manger ni dormir. Ce témoignage, c'est le sien, et il résume parfaitement l'horreur absolue de cette période. Une fois réfugié en France, le cauchemar continue. Il est rattrapé par une autre tragédie, la Seconde Guerre mondiale. Lors de l'invasion allemande en 1940, alors que les autorités françaises l'avaient éloigné au Mans, il est contraint de fuir à nouveau. Il vit un véritable calvaire sur les routes de l'Exode, essayant d'échapper à l'armée nazie pour protéger sa famille et rejoindre le Sud. C'est littéralement une fuite perpétuelle. Ce qui nous plonge dans la 4e partie. Une présidence impossible, une lutte solitaire contre des obstacles insurmontables. C'est dans ce climat apocalyptique que l'impensable finit par se produire. Le président de la Généralité en exercice, Luis Companys, est arrêté par la Gestapo en France, livré à l'Espagne de Franco et tragiquement fusillé en octobre 1940.
Or, la loi institutionnelle est claire, en cas de vacances, c'est le président du Parlement qui assume automatiquement la présidence. Irla refuse au début, arguant de son âge et de son absence totale de moyens, mais il finit par accepter, toujours par devoir. Sauf que les obstacles sont écrasants. En pleine guerre mondiale, Irla doit se cacher dans la zone libre, terrorisé à l'idée d'être démasqué et renvoyé en Espagne. Comment fait-il pour survivre financièrement? Eh bien, il fabrique secrètement des bouchons de liège dans le petit village de Cogolin, dans le sud de la France. Il faut s'en rendre compte, le chef d'un gouvernement européen obligé de travailler clandestinement de ses mains, juste pour nourrir les siens. Vieux, malade et pauvre. Ces mots, ce sont les siens. C'est une juxtaposition vraiment tragique entre ce grand titre officiel qu'il porte sur ses épaules et sa réalité physique effroyable. Il souffre de bronchite chronique et vit dans une pauvreté des plus sévères. C'est la réalité glaçante de cette présidence. Alors, on pourrait logiquement penser que la victoire des Alliés en 1945 allait ramener l'espoir et les financements. Il arrive même à nommer un gouvernement en exil. Mais en fait, le déclin a été immédiat. Pourquoi ? Parce que la guerre froide rebat complètement les cartes mondiales. Les démocraties occidentales font un choix stratégique, normaliser leurs relations avec le régime de Franco pour contrer l'Union soviétique. Conséquence directe, les aides internationales fondent et les fonds de la République en exil se tarissent presque intégralement dès 1948. L'isolement est absolu. Et pourtant, c'est là que l'histoire force le respect. Avec des caisses totalement vides et un gouvernement fantôme finalement contraint à la dissolution, le secrétariat d'Irla va accomplir l'impossible. 1. Il continue de dénoncer l'oppression en déposant des mémorandums à l'ONU contre le génocide culturel. 2. Ils maintiennent coûte que coûte le fil si fragile de la légalité institutionnelle à travers des réseaux clandestins. Et 3. Ils créent des services sociaux, offrant des bourses et même des cours par correspondance pour les réfugiés dispersés en France et en Amérique. Un vrai tour de force. Abordons maintenant notre 5e et dernière partie, l'héritage d'un survivant. Démission, testament et un retour tant attendu. Tout être humain a ses limites. Face à cet isolement diplomatique, à un épuisement physique extrême et aux luttes fratricides entre les partis politiques en exil, Josep Irla prend une décision d'un pragmatisme absolu en 1954. Il décide de démissionner, tout simplement pour assurer la survie de l'institution. Et l'élection de son successeur, Josep Tarradellas, illustre merveilleusement la résilience de la démocratie. Le détail le plus fou de ce vote, c'est l'endroit où il a eu lieu. Le gouvernement espagnol républicain avait conservé ses locaux diplomatiques au Mexique, seul pays n'ayant jamais reconnu le régime franquiste. C'est donc là-bas, à l'ambassade du Mexique, que des députés exilés, éparpillés à travers le monde, ont pu voter pour assurer cette continuité légale. Totalement surréaliste, non ? Une fois retiré de la vie publique, en 1956, Josep Irla entreprend de rédiger ses mémoires. Et attention, ce n'est pas pour s'attirer la moindre gloire, c'est pour s'assurer que les jeunes générations vivant sous la dictature sachent qu'un idéal de liberté et de justice avait bel et bien existé. Ce testament politique, rédigé à la main sur un modeste petit cahier jaune de 80 pages, résume à lui seul un demi-siècle de lutte. 2 ans plus tard, en 1958, Josep Irla s'éteint en exil sur le sol français. Il faudra attendre 1981 pour que sa dépouille soit enfin rapatriée avec les honneurs. On terminera notre analyse d'aujourd'hui sur cette phrase vibrante qu'il nous a laissée. Elle capte vraiment l'essence de cet homme, un homme qui a absolument tout sacrifié, dans l'anonymat et la pauvreté, pour maintenir en vie l'idée même de démocratie. Ce qui pousse à se poser une question fondamentale. Le véritable courage, en fin de compte, n'est-ce pas d'arriver à protéger l'espoir au moment exact où le monde entier semble plongé dans la nuit ? C'est une réflexion qui, assurément, continuera de nous inspirer bien au-delà de son époque.